hier soir, match 7, donc, entre les Suns et les Mavs. Tout devait se décider dans la conférence Ouest, dans cette demi-finale de la conférence Ouest, pour savoir qui allait rejoindre les Golden State Warriors. Eh bien, les amis, on a eu l'un des matchs les plus marquants de ces dernières années, jusque-là. Alors, on aurait aimé un money time, on aurait aimé un match serré, on aurait aimé deux équipes au même niveau pour avoir un match d'anthologie. On a eu une performance que je pourrais qualifier d'all-time, dans le négatif, évidemment, pour cette équipe des Phoenix Suns. On va donner évidemment beaucoup de crédit à cette équipe de Dallas, Luka et Spencer Dinwiddie et toute l'équipe défensivement et tout ça. Mais j'ai quand même l'impression que quand on regarde le match, ce qui nous saute à la gueule, c'est cette équipe des Suns qui passe complètement au travers, 123-90 plus 33 et même à un moment 45 points d'écart. Erwan, j'aimerais avoir ton avis, les premières choses qui te viennent quand tu penses à ce match hier. Très compliqué de mettre des mots sur ce qu'on a vu hier soir. On peut perdre dans le sport, honnêtement, et ça peut foutre la haine et ça peut frustrer, mais avec le recul, quand tu prends toute l'histoire du sport, tu peux perdre. Tout est possible. Tu perds, même c'est le jeu. Il n'y a que deux équipes. Surtout quand en face, tu as un génie qui s'appelle Doncic, qui est en train de devenir un espèce de monstre de NBA qui montre que, tu vois, où il va s'arrêter. Mais la manière, hier, ce qu'ont fait les Suns, c'est... J'ai pas envie de tomber dans la facilité de tomber sur des mots honte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un mec, les leaders, zéro. Les role-players, zéro. Monty Williams, zéro. Il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu... Il ne s'est rien passé. Tout le monde est passé au travers. Ils sont rentrés dans ce match-là. C'est un match 7 à domicile. C'est un ticket pour te donner une place en finale de conférence face aux Warriors, qui est une affiche incroyable. Tu es finaliste. Forcément, tu as en tête de faire mieux au vu de ta saison régulière. Donc, ils sont rentrés dans ce match-là. Moi, j'aime à dire que les matchs 7 sont un magnifique révélateur. Ah ben là, hier, je peux te garantir que pour les Suns, c'est inimaginable ce qui s'est passé. Mais je ne veux pas croire que c'est juste un match où tout le monde... Je crois que ce qui leur est arrivé hier, c'est quelque part une addition de plein de petites choses depuis le début des playoffs, qui se sont accentuées aussi depuis la série face aux Mavs, depuis 2-0, ouais. Qui ont fait qu'en fait, cette équipe-là, ils se sont... Je ne sais pas en quoi ils ont cru, je sais pas ce qu'ils ont... Mais ce qu'ils ont fait hier, c'est indigne d'une équipe qui était finaliste l'année dernière et qui a chié, vomi, uriné sur son propre travail. Et ça, c'est incompréhensible. Public aussi. Public. Est-ce que toi, tu mets des mots à ce vomi de basket d'hier soir? Franchement, si j'essaie de réfléchir, c'est inexplicable. J'étais pas aussi choqué devant un match de cette importance depuis le match où Houston avait réussi à perdre le match 7 contre San Antonio quand Kawhi et Tony Parker étaient blessés, où Jonathan Simmons avait défoncé les... un vrai match. Ah oui, mais j'ai été choqué de ce match et j'arrive pas. En fait, c'est pour montrer que j'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé, honnêtement. Alors, on peut comprendre certaines choses, mais déjà les 7 séries, je la comprends pas parce que les 7 matchs, c'est que des blowouts. Les 7 matchs, il y a eu aucun match serré. Après les 2 matchs à Phoenix, pour moi, c'était fini, quoi. Phoenix avait gagné les 2 premiers matchs assez facilement. Luka était un peu frustré. Puis ensuite, ils sont arrivés, ils se sont pris des barrages à 3 points à Dallas, où Finney-Smith, Bullock, Kleber, Bertans remis en vie. Exactement, ça repart. Ça a duré 2 matchs. Hein. Voilà, ils ont réussi à regagner le match 5. Je me suis dit, ok, c'est bon, ça va se terminer. Le 6, ils se refont et dégommer. Et là, le 7, peut-être le sommet de ce qui pouvait arriver. No show. Néant. No show. Ouais, du néant. Ils sont pas venus. Ouais, du néant complet. Moi, j'étais là. Chris Paul qui arrive même plus à aller sur ses spots. À l'elbow, il arrive même plus à y aller. Booker qui force tous ses tirs. Alors, c'est un super bad shot maker. Mais il forçait. Et puis, Ayton, moi j'ai eu beaucoup de mal sur la série. Moi, il y a un problème avec DeAndre Ayton, c'est sûr. Hein. Hier, il y a un gros problème. Il joue quasiment pas en deuxième mi-temps. Il y a plein de choses qui sont en train de sortir là. On aurait confié à Skip Bayless que DeAndre Ayton que Monty Williams serait reproché en DeAndre Ayton qu'il les aurait abandonnés. Et on sait que ce garçon-là qui nous avait régalé l'année dernière en playoff a ce côté très nonchalant et j'abandonne vite. J'ai l'impression qu'il avait franchi un cap. Pareil. Maintenant, moi, hier, quand je vois le match 7, le début du match 7, alors les Mavs commencent très fort et Luka Doncic dit, vous inquiétez pas, je suis là les gars, ça va bien se passer. Et je pense qu'il emmène tout le monde avec lui, on adore cette idée d'emmener tout le monde avec lui, c'est ce qu'il fait. D'un autre côté, je comprends pas le début de match des Suns. Steph ce matin nous disait, mais c'est normal que Jay Crowder prenne
5 tirs à 3 points comme ça d'affilée. Ben non. Oui, tu mets le premier sur des tirs à toi, 2-3 fixes, hop, la balle te revient. Tous contestés en plus. Très bien. Et derrière, tu as 4 tirs, même pas ouverts, et tu les prends. Nique ta race. Mais tu es qui en fait pour qui? Parce qu'il a mis le premier. Parce qu'il a mis le premier, c'est vraiment que ça. Hein. J'ai l'impression que tout ce que cette équipe-là, tout ce qui faisait la force de cette équipe-là, la hiérarchie, à qui on met la balle, l'alternance intérieur-extérieur, tout ça, c'est à voler complètement en éclats. Tout ce qu'il y avait depuis 2 ans. Voilà. Et hier, en espace de 5 minutes, j'ai compris que ces mecs-là n'étaient pas venus faire un match 7. Jay Crowder qui commence à prendre des. Quand il prend 5 tirs comme ça à 3 points au bout de 3 minutes, je fais mais qu'est-ce que tu fais? Et puis pour revenir à DeAndre Ayton, il sort du match très vite. Il est honteux dans le comportement. Tu le vois, il touche pas la balle. Au bout d'un moment, on sait que les Mavs en face, c'est une équipe qui est sous-dimensionnée à l'intérieur. Alors on va revenir sur eux parce que défensivement, ce qu'ils ont. Mais t'es un grand qui ne voit pas la balle et il voit Jay Crowder envoyer des bombinettes, il voit Bridges envoyer des bombinettes. Mais en plus, et ce qui m'a tué, et là je veux avoir votre avis, c'est très tôt. Donc les autres sont à droite. Et qu'en fait, ils font exactement ce que Dallas veut. Ils prennent des tirs en 5 secondes, 6 secondes. Des tirs, des mauvais tirs en contre-attaque. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et il y a temps mort, il y a rien qui est remis en place. Et même sur un temps mort, j'entends Monty Williams dire c'est le rythme qu'on veut, c'est ce qui leur. Mais en fait, je me dis, mais ils sont tous devenus fous. Hier, ils sont tous devenus fous. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on va essayer d'aborder. Évidemment, Chris Paul, il y a Booker, il y a Monty Williams, DeAndre Ayton. Évidemment, on rappelle qu'il est restricted, hein, donc il espère le max. C'est une des questions pour le Bahamé 1 pour cet été. Premier auditeur, fan des Suns, qui va nous accompagner dans ce début de retransmission. Donc, c'est Bastien. Comment ça va, Bastien ? Ça va très bien, et toi, Thomas? Bah ça va super, enfin t'es fan des Suns, tu me dis ça va très bien, ça va, tu t'en es remis quand même? Ça va, parce que du coup quand même, Lucas m'a régalé sur la série, mais salut Yawan, salut Alan, salut. Donc voilà, bon, c'est dur, hein, mais disons que c'est pas une surprise non plus. Je sais pas si on peut vraiment parler de surprise, parce que comme disait Erwan, et il a quand même bien résumé la situation, on voyait venir ça. Enfin, ils n'ont pas fait des play-on clean. Pour quelqu'un qui arrive favori de la saison, qui a quand même mis 10 victoires à tout le monde, avec un trio de joueurs qui marche très bien, Booker qui est 4e au MVP, bon voilà, ils ont ce statut, ils sont pas censés être choc, comme on dit en anglais, quoi. Et déjà, contre les Pelicans, ça a été difficile. Ils étaient efficaces à domicile, et ils ont été efficaces à domicile aussi contre Dallas jusqu'à ce Game 7, mais il n'y avait pas cette domination à l'extérieur qu'on attendait. Là, on attendait peut-être pas forcément un sweep, mais un 4-1, puis un 4-1, un 4-2 contre Dallas, et on attendait de les voir contre les Warriors. Voilà, on se disait, allez, la finale, ça va être contre les Warriors, hormis quelques gros upsets, mais et ben là, alors les Mavs, ils ont répondu présent, quoi. Enfin, il y avait pas de solution, il n'y a eu aucune solution contre Luka de tout le long, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse trouver des solutions contre Luka, tellement il est fantastique ce joueur, il fait rêver. Et alors je ne sais pas d'où ça vient, il y a plusieurs choses, je pense. Ils ont construit un collectif sur cette saison qui est incroyable, et au service de ce collectif, on avait Booker, CP3 et Ayton, puisqu'on va parler du Big 3, mais avec quand même des role-players qui étaient forts autour, qui arrivaient à step up quand il fallait, quoi. Et du coup, moi, j'ai trouvé que en ces débuts de playoff, là, ça a manqué d'engagement des star players. Ça a manqué d'un Booker qui domine, ça a manqué d'un CP3 qui domine. Alors, ils ont fait leur match à domicile, ils étaient forts et tout, mais ça a manqué. Je veux dire, enfin, Luka, il a été dominant partout, quoi. Luka, il est arrivé, il a porté son équipe, il a marqué, il a fait tout ce qu'il fallait. Et j'ai l'impression que le collectif des Suns, n'ayant pas de réponse à cette adresse de Maverick et de Dallas et à ce Luka qui emmène tout le monde, j'ai l'impression que Booker, il a pas su redevenir le joueur qui était capable de mettre 70 points dans une partie. Bon, même si la partie, on le laissait jouer, peu importe ce qu'on en dit, tu vois, mais il a pas su dire, bon, maintenant, là, il va falloir que je nous fasse gagner, là, il va falloir que je fasse quelque chose. Chris Paul n'a pas su non plus, Ayton n'a pas su non plus, et quand tes star players savent pas faire ça, c'est au coach quand même, hein, à prendre tout ça en main. Tu vois que ça va pas, tu fais des changements, j'en sais rien, tu changes tout le 5 sur le terrain, j'en sais rien, tu fais jouer d'autres personnes, tu essaies de faire quelque chose. Là, il y a quand même un moment, il y avait 50 points de différence. Enfin, faut tester des trucs, quoi. Tu peux pas regarder ton public te bouer en début de troisième quart-temps et partir de la salle alors que t'es premier de la saison, putain, t'es le grand favori.
Et là, là, tout le monde s'est fait caca dessus. Il y a personne qui a pris ses responsabilités. Personne. Que ce soit le coach. Je sais pas si c'est sûrement une affaire de responsabilité. De toute façon, je pense qu'on est tous d'accord. Moi, j'ai eu la sensation, en tout cas, que Monty Williams, premier fautif, n'a pas réussi à mettre son équipe dans l'atmosphère d'un Game 7. Dès les 2 premières minutes, les 3 premières actions, tu as compris qu'il y a une équipe qui est venue pour jouer à un Game 7. Défensivement, dans l'intensité, dans l'énergie, dans l'impact, dans les prises de décision, c'est les Mavs. Les autres, ils sont venus faire un match de saison régulière. Et d'ailleurs, beaucoup des paniers de Luka, beaucoup des paniers de Spencer Dinwiddie sont des trucs que tu vois en saison régulière. Facile, tac, tac, allez, je me retourne. Luka, il a fait combien de tirs que tu le vois faire en saison régulière qu'il est capable de faire en playoff, mais qu'en fait, qui deviennent des exploits en playoff. Là, j'ai pas vu d'exploit de Luka, hein, à part le cross et tout ça, mais c'est des tirs tranquilles, step back. Alors, il a été extraordinaire d'adresse. Ouais. Il a vraiment... il a été extraordinaire, d'ailleurs, dans une série où il shoot vraiment pas bien. Il a réussi, dans ce match-là, à élever son niveau de jeu. Mais parce qu'en face, il n'y avait pas l'intensité. On a beaucoup parlé, d'ailleurs, dans la conférence Est, de l'intensité. D'ailleurs, on a beaucoup parlé de ça pour les Nets, qui ne sont pas rentrés dans ces playoffs, en fait, tout simplement dans l'énergie. Les statistiques les ont bouffés. Bah là, sur un match... Moi, j'ai eu l'association qu'il y a une équipe qui n'était pas prête à jouer. Pas prête à jouer, mais vraiment sur le truc pur de l'ingrédient de l'énergie. Pas d'ingrédient dans un match comme ça. Allez hop, il n'y a rien à dire. 45 points d'écart. C'est tout con, mais derrière, il se passe plein de choses et qui découlent en fait, de ce mauvais début de match. Parce que vous avez parlé de la tactique, vous avez raison. De DeAndre Ayton qui fait quand même une bonne série. La plupart du temps, il est en 20 et 10. Donc, non, mais défensivement... Dans les aides, loin du ballon, il est cataclysmique. Il était dramatique, sur la série. Bien sûr. Et Dallas, c'est pour moi la meilleure équipe pour cibler un point faible en termes de mismatch avec Luka, avec Brunson aussi, avec Dinwiddie quand il est sur le terrain. Et là, je trouve qu'il a vraiment été... On a vu que son processus d'appréhension sur demi-terrain était problématique. Après ça, moi, Alors que l'année dernière, je trouvais on en parlait l'année dernière, il avait vraiment passé plein d'étapes sur les playoffs. Mais... Ouais. Parce qu'il y a aussi les match-ups qui rentrent en ligne de compte. Mais Dallas, c'est jouer contre une équipe où il n'y a pas de grand. C'est ça, Dallas, c'est une équipe qui sait très bien se métamorphoser en fonction de l'adversaire, avec Kleber, beaucoup de Kleber, moins de Powell si jamais il y a besoin d'un grand. L'année dernière, quand ils devaient mettre des grands contre les Clippers, ils avaient fait jouer Boban à un moment, même si c'était pas le même staff. Mais en fait, je trouve qu'ils ont ciblé très vite comment mettre des points contre cette équipe-là. Et en face, avec Chris Paul, que je pense qu'il est pas à 100%, et en plus il a 37 ans, donc c'est pas non plus prime Chris Paul. Booker, est-ce qu'il était à 100%? Je sais pas. Surtout, il était nul. Hein. Il a été bien défendu. Et puis, je trouve il n'a pas répondu par... Bridges, toutes les choses qu'on avait vues en saison régulière, l'amélioration, il n'a rien montré. Non, c'est clair. Ils n'avaient pas le joueur un peu micron en sortie de banque qu'ils avaient l'année dernière dans Cameron Payne, ils ne l'avaient pas là. Cam Johnson. La série de Cam Johnson, voilà. On dirait qu'ils ont mis un cadet qui est venu dépanner. Ouais, Cam Johnson, il a traversé la série, mais c'est dramatique. Ouais. Son visage poupon, là... Il s'est fait casser la gueule, il a envoyé des briques toutes. Mais c'est des mecs qui ont connu des finales l'année dernière. Complètement. Bon. Très bon dans le round de playoff. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé chez ces mecs-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, après, on va aller sur Dallas parce que c'est génial ce qu'ils ont fait. Faut qu'on parle de Jason Kidd. Restons sur les Suns. Je te pose une question sur Devin Booker. Après, on va évidemment ouvrir le truc de Chris Paul ensuite, mais d'abord, restons sur Devin Booker. Devin Booker ne marque pas un panier de la première mi-temps. Il a 27 points par match cette saison, il est fantastique, on ne sait ce que de dire d'un. Est-ce que vous n'aurez pas aimé qu'à un moment donné... Il a 40 points dans 2 matchs de suite dans les finales NBA. Absolument, t'as raison. Vous n'aurez pas aimé qu'à un moment donné, quitte à être nul, il ne soit pas dans un excès de prise de responsabilité. Bastien, je te pose la question, est-ce que tu n'aurais pas aimé que Booker, à un moment donné, il dise, bon bah vas-y, alors je suis bien défendu, je suis contrarié et tout ça. Frère, soit à 5 sur 25, hein. Il y en a plein qui l'ont fait dans l'histoire de la NBA. Tu sais, pour essayer de changer les choses. Est-ce que tu aurais aimé ça, toi, Bastien? Franchement, c'est le genre de comportement en plus que j'ai tendance à détester chez des joueurs comme Dams ou le meneur de Utah, là, Donovan Mitchell. Voilà, merci les gars, Donovan Mitchell. Mais là, en fait, à plus de partir du moment où il n'y a plus de solution et tu sens que ça ne va pas venir du coaching staff, ouais, tu prends tes responsabilités tard et j'en sais rien, tu fais un 2-15 à 3 points, mais tu essayes de faire des trucs, ouais, clairement, je suis d'accord avec vous. Mais ce que faisait super bien Dallas, il prenait Booker à 2. Il y avait ça venait trapper beaucoup sur Booker pour lui faire lâcher vite la balle. Tu m'étonnes. Et parce qu'après, il n'y avait pas trop de solutions. Quoi. Là, tu fais ça. On a vu défensivement, ils ont tenté des trucs, ils allaient trapper. On entendait Jason Kidd crier sur le côté. Ouais. Mais moi, quand je vois la tête des Cam Johnson, des Bridges et tout, mais vas-y. Tout le supporting cast, c'est super bon. Mais moi, je me laisse shooter. Mais allez-y, envoyez tout ce que vous voulez toute la nuit. Là,
Moi, je le répète, j'ai du mal, énormément de mal. Hier, il y a Torrey Craig qui prend beaucoup de tirs aussi. Je me souviens à un moment. J'ai pas compris. Il a 3 tirs d'affilée. Il rentre, il arrive, il prend un jump shoot d'entrée en contre-attaque. Mais en fait, et c'est là que j'ai compris que cette équipe-là, ça y est. C'est délité. Il y a eu un truc, une rupture. Mais vraiment, par contre, j'insiste, je suis persuadé que c'est pas au match 7 qu'il y a eu une cassure en disant oh, qu'est-ce qui se passe. Je crois que tout au long de la série, petit à petit, cette équipe-là, même, s'est effritée. Et il y a un truc qui sort beaucoup. Ils ont sorti une vidéo où tu vois LeBron James qui leur dit be humble, be humble. On parle avec Nico Batum qui nous disait il parle trop. Tout le monde parle de ça. Déjà l'année dernière, il se la raconte trop. Cameron Payne en premier d'ailleurs. LeBron parlait à Cameron Payne. Et j'ai l'impression que cette année, ils ont pris un retour de. Anthony Edwards en a parlé hier soir aussi. Ils ont pris un retour de bâtonnasse, mon ami, d'une violence rare. Et pour revenir à ta question sur Booker, mais bien sûr, quand j'aurais envie que Booker fasse ça, moi, ce qui fait Booker là, et Dieu sait que j'aime beaucoup Devin Booker, tu le sais, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal de finir à 2 points ou à 1 point à la mi-temps. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu dois être sur la ligne. Tu dois te démerder en fait. C'est aussi ça. Hein. Une rough night, c'est aussi d'aller chercher, de faire des trucs différents. Tu vas sur la ligne, t'es dans le dur, tu te démerdes, tu défends. Booker éligible au Supermax cet été. Ouais, mais ils vont lui donner. Ils vont lui donner, bien sûr. Mais c'est pour donner ce type de joueur-là. Ils vont lui donner. Mais là, tu te rends compte, le coup de masse succès pour cette équipe depuis l'arrivée de Chris Paul va en finale, se voit finir premier. Là, d'un coup, mais en une série. Mais je crois qu'il y a de la suffisance peut-être chez certains. Il y a peut-être des gens qui ont eu du caviar très vite dans la bouche. Moi, c'est ça. Qui se rendent pas compte. C'est dur de dire ça, non On parle d'une équipe qui, il y a 2 ans, était... D'accord. T'as raison. D'une équipe qui est arrivée sur un match 7 à domicile et qui a été menée de 50 points au milieu du 3e quart-temps sur son parquet. 45. Je te rassure, c'est presque pareil. Mais moi, dans le basket, j'ai jamais vécu ça. Une équipe se faire détruire comme ça et il n'y a pas un mec dans la bergerie qui a sonné le glas. Ouais, alors oui. Le 3e quart-temps est révélateur de beaucoup de choses. C'est que normalement, une mi-temps, tu connais quand il y a une équipe sur un nuage d'adresse. Tu reviens et tu arrives toujours à faire un petit run. Ça peut être 5, 10, 20 points. Le run, c'est qui? Jalen Brunson. De tous les premiers ballons, il met des TG d'un. Et c'est là où l'écart continue à grandir et on passe de 30 à 45 points à un moment donné. Et t'as même pas le sentiment que collectivement ou individuellement, parce que ça arrive parfois, eh bien, il y a un réveil. Il s'est passé... t'as raison. Après, il y a McGee qui sort de la rotation, je comprends pas pourquoi. Pour mettre Biombo, il le remet à un moment donné. Très peu. Pour mettre Biombo, il est gentil. Hein. Et puis là, tu sens que sur les switches. Quand Biombo, il rentre première défense, il va prendre Dwight Powell, milieu de terrain pour faire faute. Mais je dis, bon, allez, c'est bon. En fait, il y a pas tomber dessus. Non, je ne tombe pas dessus, mais il y a que des abrutis. Il n'y a pas un mec, à un moment donné, qui a les idées claires, qui a l'électricité là-haut. En fait, à un moment donné, j'ai vraiment cru qu'ils allaient se dire, bon, vas-y, on arrête le match, bien joué, bravo les gars. C'est ce qu'ils ont fait, non? Fin du 3e quart. Moi, je te dis. T'as déjà vu un money time de 12 minutes dans un Game 7, toi? Pas moi. J'arrive pas à mettre d'explication. Je ne vais pas employer les mots comme ça parce que ça reste du sport et tout, mais comment c'est possible de rentrer dans un match 7 à domicile? Déjà, moi, que j'avais dit, Phoenix va finir en 6 parce que c'est bien pour eux, pour la suite, qu'ils aillent prendre un match à l'extérieur. Ils en ont besoin pour la confiance. Ils sont allés se faire une nouvelle fois casser la bouche à Dallas. Déjà, je me suis dit, tiens, ils reprennent branler à Dallas alors qu'ils peuvent finir la série. Bon, ils s'octroient ce genre de marge, pourquoi pas. Et le match 7 t'arrive, mais moi, je comprends pas. Moi, les 5 premières minutes, on peut les revoir et les revoir. Et je te jure, le début de match, j'ai regardé 4 fois. Pour être sûr de ce que je vois. En live, c'était inexplicable. C'est pas possible. J'ai vu le live, j'ai revu ce matin, j'ai revu avant l'émission. Moi, Jake Crowder, à un moment donné, il met le premier filoche, il prend les 4 autres, alors que c'est pas des tirs à lui. Allez, viens t'asseoir, cheveux longs là. Tu t'assois, tu vas te calmer, tu vas boire un peu d'eau. Et l'autre, il le laisse. Il y a aussi Monty Williams, qui a explosé complètement dans son coaching. On peut revenir sur le coaching de Chris Paul avec les fautes à Dallas, pour un mec qui est coach de l'année, et qu'on adore tous. Le coaching de Monty Williams, ça a été un enfer sur cette série. Il a fait n'importe quoi. Impossible de remobiliser ses gars, impossible de faire des bons choix. Il a relancé Shamet, c'est peut-être la meilleure chose qu'il a réussi à faire. Ouais, merde alors. Merde alors. Sur l'idée du caviar, je trouve que c'est super intéressant ce que tu dis. En fait, moi je trouve tu m'aurais dit ils auraient inversé les 2 runs de playoff, j'aurais compris. La première année, tu fais ça, tu te choques et ensuite tu vas en finale et tu perds, c'est bon. Là, t'es dans une positive. Voilà, là c'est l'inverse. Ils vont en finale. Ok, ils ont organisé l'expérience. Ils sont extraordinaires en saison régulière.
Ils sont extraordinaires. Historiques. Elle est historique, la saison régulière. Plus de 60 victoires, des net ratings à plus 8 et tout. C'est incroyable ce qu'ils font. Avec des blessés en plus. Chris Paul n'est pas là, mais il n'y a pas eu de problème après l'All-Star Break. Ça continue à rouler. Avec des mecs dans le meilleur défenseur, des mecs dans les 6e hommes. Enfin, il y avait tout. Ouais, c'est clair. Et juste là, et les gens le disent aussi dans le chat, contre les Pélicans, c'est vrai que j'étais un peu surpris que ça dure autant contre les Pélicans. Tout à fait. On pensait qu'il y aurait plus d'écart. Voilà, ok, Booker se blesse, mais le match 2, ils le perdent chez eux contre les Pélicans. Ils se font rentrer dedans par les Pélicans. Et c'est les Pélicans. J'adore et j'ai beaucoup de respect pour le taf de Willie Green. C'était un roster limité. Il y avait quand même, c'était pas incroyable. C'était extrêmement bien coaché par contre. Et j'avais déjà vu qu'ils avaient un peu de mal. Mais en fait, moi, c'était après le match 2 où je me suis dit, ok, c'est bon, ils s'est relancé quoi. Parce que les 2 premiers matchs, ils les gagnent facilement contre Dallas. Et en fait, non, même pas. C'est fou. Dallas, les 3 déplacements qu'ils font à Dallas, c'est. Mais les gars, mais en fait, je comprends. C'est pas loin. En fait, vous vous prenez pour les Warriors un peu, qui se donnent de la marge à l'époque, tu sais, quand ils. Enfin, j'ai pas compris. Mais c'est vrai que ce murmure, et là, ça sort de plus en plus, que c'est une équipe qui se la raconte, qui parle énormément. Ça n'empêche pas de gagner normalement. Hein. C'est juste que là, ils sont tombés sur un très 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 mauvais son. En tout cas, le retour de bâton est complètement ouf. Bastien, on va ouvrir le chapitre Chris Paul. On va parler des Mavs, évidemment. Il y a la preview ensuite, hein, je vous rassure. On va saucer un maximum les Mavs, il n'y a pas de souci. Mais juste là, on fait quand même l'autopsie d'une équipe morte, puisqu'on parle de la meilleure équipe de saison régulière, coach de l'année, du grand favori de tout le monde. Hein. Tout le monde les voyait en finale de la conférence Ouest. Il n'y a aucun débat là-dessus. D'une équipe qui avait beaucoup de certitudes. D'ailleurs, c'était avec Miami, en tout début de playoff, on se disait que c'était l'équipe qui avait le plus de certitudes avec Miami. Peut-être que tu nous diras, toi, les Celtics, mais en tout cas, de notre côté, c'était les deux. Ils passent complètement à côté, les 27 points en première mi-temps, et à un moment donné où il y a 30-29, Luka 30, les Suns 29, alors qu'on est en plein troisième quart-temps. Il y a beaucoup de choses historiques, hein, évidemment, à raconter, mais là où je veux aller, c'est le côté historique et la legacy de Chris Paul, puisque il devient le seul joueur de l'histoire à perdre dans une série de playoffs dans laquelle il menait 2-0. Le deuxième, c'est Blake Griffin avec 3. Bon, ils jouent ensemble, hein, les mecs. J'adore ce genre de stats. Deuxième, Blake Griffin. Ah ouais, bah d'accord. Jordan doit pas être l'un des entrées de Jordan. C'est clair. Et là, aujourd'hui, tout ce qui est sorti, toutes les discussions autour de Chris Paul, elles sont autour de sa legacy. On a entendu, par exemple, notre ami Pat Beverley en parler. On va écouter vite fait. Alors, pour tous les bilingues, eh bien, écoutez, c'est le moment de traduire dans vos têtes. Bon, vous parlez tous anglais, je suis sûr que vous avez déjà tous entendu, mais c'est l'occasion de réentendre ce qu'a dit le meneur de jeu des Memphis Grizzlies. Pas du tout des Grizzlies, des Timberwolves. Vas-y, mon Tom, dès que tu peux. Il a joué contre les Grizzlies. Tout à fait, il y a joué. Enfin, il aurait pu jouer. Il est passé, non. Ah, il est pas du tout prêt. Bah alors. Ah bah d'accord. J'ai oublié de régler le son, il me dit Jean-Michel. Pourtant, j'ai fait l'intro la plus longue du monde, comme ça, je vous battez pas. Tu me dis, et ensuite, on va parler de tout ça. Il y a plein de comparaisons. Tu me parlais de Tony Parker. Il y a plein de gens qui ont commencé à lancer la discussion entre Tony Parker et Chris Paul. Et ensuite, on va mettre évidemment un petit sondage pour savoir qu'est-ce que vous prenez. Tu sais, c'est vraiment à chaud. Alors que l'autre, il y a Tipeee, ça fait 3 ans qu'il a arrêté sa carrière. Chris Paul, il est encore en plein dedans. C'était pas une god il y a 10 jours. Et là, maintenant, il va devenir le 11e meilleur incroyable point guard de l'histoire. Vous me dites si c'est bon? On écoute vite fait. Ah ok, c'est bon, on arrive. Bon, alors, je vous pose la question, Bastien, je te pose la question à toi. Est-ce que ce type de match-là peut ternir la réputation et la legacy de Chris Paul? En fait, ça dépendra de ce qu'ils feront l'année prochaine. S'ils gagnent l'année prochaine, on s'en souviendra pas, ou on trouvera ouais, bon, c'était juste avant, mais ça dépendra toujours de ce qu'il fait. Mais là, pour l'instant, actuellement, c'est le joueur qui en est à 5 fois, il a échoué en menant 2-0 dans les playoffs, quoi. Voilà, ça, c'est le meneur maudit, donc je pense que ouais, ça peut. Alors, est-ce que ça peut ternir une image? Est-ce que c'est important son image pour lui? C'est ça la question. La question, c'est quel va être son état mental à lui? Est-ce que lui il va laisser ça s'insinuer dans son esprit? Est-ce qu'il va devenir ce joueur maudit? Il va pas arriver à briser les chaînes? Ou est-ce que il va faire du travail sur lui? Il va se dire bon, maintenant j'ai tellement de choses à prouver. Ça fait des années que je veux ma bague. Tout le monde me dit que je suis un All-Star. Tout le monde me dit que je suis un des meilleurs. Bon ben, ok, on va aller la chercher la bague. On n'a pas réussi. On va analyser pourquoi et on va y aller. Je suis pas dans sa tête, mais je pense que ça peut faire mal. L'image publique, c'est sûr, ça va lui faire mal. Après, est-ce que lui, il va surpasser ça? J'espère pour lui. J'adore ce joueur, donc j'espère pour lui. Mais on aime tous Chris Paul, mais au bout d'un moment, on a le droit de se poser la question. Moi, j'aime pas remettre en cause les legacy systématiquement tous les 36 matins. Maintenant, il est vrai que
que la série que vient de faire Chris Paul, parce qu'il y a ce match transparent, mais il y a 4 matchs, il y a les 5 derniers matchs de la série, les 4 derniers matchs. Ou les 14 Les 2 premiers, il est bon, et le reste, il est donc les 5 derniers. Les 5 derniers, les 5 derniers matchs de la série, il est dramatique. Et dramatique dans des bas-fonds de lac, vraiment. Dramatique. Le match 3, il perd 7 ballons en première mi-temps. 7 ballons en première mi-temps. Chris Paul, 7 ballons en première mi-temps. L'autre, le match 4, c'est les fameuses 6 fautes, 6p6. Et derrière le match, il gagne le match 5, mais bon, il fait un match random. Et le match 6, il est transparent. Et le match 7, je t'en parle pas. C'est quand même bizarre. Moi, j'ai eu l'impression qu'à un moment donné, j'ai découvert aussi que maintenant, désormais, que poster Chris Paul, c'était une option favorable pour une équipe en attaque. Très favorable. Très favorable. Et que ce soit Doncic ou Brunson. Ou Jalen Brunson. C'est pas genre match-up. Aujourd'hui, aller poster Chris Paul en attaque, c'est match-up favorable pour une équipe en attaque. Donc, Chris Paul, c'est un joueur fantastique. On va jamais remettre en cause son talent. Maintenant, qu'est-ce qui fait que tu le compares à d'autres? C'est dans ces grands moments-là. Et j'aime certaines comparaisons qui sont sorties parce que moi, j'aime les playoffs. On l'a dit, c'est un filtre naturel pour voir qui a des burnes ou qui en a moins ou qui en a pas. Et à ce jeu-là de qui a des grosses couilles, ben c'est vrai que Chris Paul, il va souffrir de la comparaison avec certains qui peut-être intrinsèquement ont fait moins de choses, statistiquement, qui ont moins de flow, qui sont moins meneurs de jeu. Mais à un moment donné, on en revient toujours un petit peu à ce truc un peu primaire de avoir des couilles dans les grands bons moments. L'année dernière, il fait un super run de playoff. Mais en finale, on se souvient qu'il y a 2 matchs quand même, il a des balles de match et il perd 2 ballons, il n'y a même pas de shoot. C'est compliqué parce que c'est un joueur fantastique, c'est un joueur de légende. Maintenant, c'est Booker qui perd un des 2 ballons. Il y en a un, c'est Chris Paul qui le perd, il n'y a pas de shoot. Là, il est au bord de la falaise, donc j'essaie de minimiser. Le but, c'est pas. Moi, je veux pas l'achever, j'ai aucune. Maintenant, c'est des matchs comme ça, 7 à domicile, quand tu as 37 ans et que tu es autant capable de jouer à l'envers sur une demi-finale de conférence, ça m'interroge. Alors oui, blessé, pas blessé. S'il était blessé, encore une fois, shame on you, Monty Williams et le truc, parce qu'il fallait pas le faire jouer. Parce que Chris Paul, si tu l'as fait jouer blessé, il t'a plus fait de mal qu'autre chose. Après, c'était Fred Payton et Cameron Payne aussi. Aaron Holiday, qui n'a pas joué de la série. C'est vrai, Aaron Holiday qui a mis 2 tirs à la fin et qui a voulu se battre avec un mec de 2,35. Rien n'allait dans cette soirée. Donc, je sais pas. Donc, après, pour revenir sur Pat Beverley. On l'écoute, la vidéo est prête. Ouais, allez, les gars, vas-y, on y va, à fond les ballons. Nobody in the NBA. Well, what did I just say, though? And I'm just letting you know how NBA players feel and think. I believe you, but what I'm saying he's finessed the game to a point where he gets all the petty calls, all the swipe throughs at the end. I mean, this guy is out, man. We gonna be honest? We want to be really honest? Yes. He should have fouled out. He should have fouled out. The last game, too. You see the replay against Brunson, hit him on the shoulder, hit him in the mouth, ref don't call anything. If that's me, review it. Flagrant 1. If that's him, they don't call it. So let's not get it twisted, man. He should have fouled out. He can't guard. He literally can't guard. He can't guard. Yeah. He can't. Chris Paul can't guard anybody? Is that what you say? Did you see that? No, he can't. Everyone knows that. Excuse me. No. I don't know that. I haven't heard anybody tell me that. Because you haven't suited up. You know, guys don't like to tell you all the truth. You know that. Because they scared what you're going to take with it. No, he's right about that. They will lie. He's honest. They will lie. That is true. He's not lying about that. Ouais, cette phase est fantastique. Donc la première chose, c'est il est sifflé différemment. Lucien est superstar et donc il est pas content, Beverley. On le sait tous. Mais la deuxième chose, c'est donc qu'il ne défend plus. Il ne peut plus défendre. Stephen A. Smith fait un peu la vierge effarouchée. Sauf que les faits donnent raison à Pat Beverley. Le constat, c'est que Chris Paul, qui est un des meilleurs défenseurs de son poste, très souvent, 7 fois All Defensive First Team, donc dans une carrière, c'est énorme, eh bien, il n'est plus capable de garder ses gars. Et Jalen Brunson l'a puni. Oui, Jalen Brunson, il punit tout le monde. Ouais, pas faux. Depuis cette année. Je trouve que, franchement, c'est pas tiré sur l'ambulance, mais tout ce qui sort sur la legacy de Chris Paul, comme tu l'as dit, il y a une semaine, personne ne parlait vraiment de ça. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est le pire moment. Et moi, je veux juste rappeler, il a 37 ans. Donc, on va juger la legacy d'un joueur. Il n'est pas dans son prime. Son prime, c'est fin Hornets et Clippers. Alors, on va parler des chokes peut-être à cette période-là. Le basket, pour moi, c'est un sport collectif. Le choke, c'est pas que lui. Il y a eu des circonstances atténuantes. Pour moi, je vais le dire honnêtement. Après, je suis très fan de Chris Paul. Ouais, mais tu me sors un discours de prof de sport. Le basket, c'est un sport collectif. Mais c'est vrai. Qui doit être amené par des leaders. Et quand je vois Luka Doncic, au bout d'un moment, c'est un sport co. Mais Luka Doncic, ce qu'il amène, c'est un joueur qui t'amène
à l'excellence, qui tire tout le monde vers l'excellence. C'est un des 3 meilleurs joueurs du monde. Et ça, c'est incarné par une personne. Le basket, c'est ça. C'est pour ça qu'on parle de leader, de good guy. C'est pour ça qu'il y a des mecs qui ont des contrats max. C'est pour ça qu'il y a la starification autour de chaque équipe NBA, autour d'un mec, parce que ça se passe comme ça aussi. Et c'est comme ça que le basket marche. Maintenant, quand des mecs comme Chris Paul, on ne peut pas aujourd'hui venir me dire oui, c'est le collectif. Certes, il y a une défaillance à tous les étages de la part des Suns qui encore aujourd'hui, pour moi, est inexplicable. Il n'empêche qu'aujourd'hui, Chris Paul, il doit être mis sur le devant de la scène et dire « Monsieur, répondez, j'accuse ». Qu'est-ce qui s'est passé, frère? Je suis d'accord, mais il a 37 ans. L'équipe, elle peut plus tourner autour de lui. De sa draft, il a été drafté en 2004. Il n'y a plus personne qui est dans la ligue. Et lui, il est toujours là. Backup aux Lakers. Il est backup. Soyons précis. Mais c'est les deux seuls quasiment qui sont toujours là dans cette draft. Pas loin d'être les deux seuls. Et en fait, je peux pas le défendre sur la série. Honnêtement, je suis d'accord avec toi. Il est mauvais, quoi. Il est mauvais sur la série. Il influe pas dans le jeu. Comme tu as dit hier, ils ont tout rushé au début. Mais normalement, tu as Chris Paul. Ça veut dire que sur demi-terrain, tu places. L'année dernière, c'est comme ça qu'ils étaient létals sur tout le run des playoffs et sur cette année. Il arrive à calmer, trouver les mecs dans leur spot. Il n'a pas réussi à faire ça. Donc là, sur la défaillance, je suis d'accord. Il faut qu'ils prennent une certaine forme de la part des accusations. En plus, il y a le contrat qui est là et il a 37 ans. Et moi, je trouve que physiquement, c'est plus le même joueur qu'il était, même ne serait-ce qu'il y a quelques mois. C'est intéressant que tu parles des contrats parce que tous les mecs là, les Westbrook, les Wall, les Harden, qui ont 34, qui veulent signer des contrats pour prendre 50 millions la saison. Qu'est-ce qu'on va faire? On va leur filer. On va dire, ah putain, les mecs, ils prennent du pognon. Et quand ils ont 37, 38 ans, parce qu'ils veulent prendre du pognon jusqu'à leur dernier souffle, on va dire, ah, les mecs sont vieux. Gros, quand tu demandes 50 millions ou 45 millions la saison, montre-moi que tu les vaux. Donc, jusque-là, il les valait. Bah, pas tant que ça. Il a quand même arrivé, il a fait passer Phoenix. Là, oui. Quand l'année dernière, il signe, il parle de contrat toxique. Bientôt, vous allez me dire que c'est pas une bonne chose qu'il soit venu. Ah non, mais non, mais aujourd'hui. Il est passé complètement à côté comme des milliers. Non, comme la plupart des joueurs de la NBA passent à côté des grands moments. C'est aussi la réalité de la NBA. Ils sont pas beaucoup à être capables de. Après ce qu'on a vécu avec les Lakers, les Nets ces derniers temps, j'ai envie de te dire, la plupart des gens passent à côté. Et une petite mini poignée, Grant Williams en premier, sont capables de sublimer. Chris Paul qui rate des paniers, c'est pas grave, rater des. Chris Paul, il est mauvais. Aucun impact sur le jeu. Sur ce qui est sa force. Garder la balle, jouer juste, mettre la balle, il met des balles en touche. Il joue faux, il est à l'envers, il se planque. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Le mec se planque. Alors après, il faut qu'on tombe aussi sur Devin Booker, pour le coup, qui lui a encore les jambes, rentre dans son prime, qui est honnêtement, pour moi, un mec comme Devin Booker, quand tu es un scoreur élite plus comme lui, et que tu finis à 2 points à la mi-temps. Son premier panier, c'est à 5 minutes du 3e quart. C'est fou. Donc c'est important de l'associer aussi à lui aussi, de le mettre en première ligne, quoi qu'il arrive. Mais moi, quand je vois Chris Paul qui se planque. Mais c'est-à-dire, il se planque, tu trouves qu'il. Dans le corner. Il ne joue pas. Mais il ne joue pas les balles. Il joue plus un pick and roll. Ils sont où les pick and roll avec Chris Paul? Avec Chris Paul et il le rend inarrêtable sur ce qu'on a vu d'ailleurs contre les Pels, clore des matchs. Le match, il fait 14 sur 14, c'était il y a 2 semaines. Bah oui. Je veux le rappeler aux gens, c'était il y a 2 semaines. Donc en fait, je pense que sur les 5 derniers matchs, il faut vraiment dire qu'il est vraiment passé à côté et il n'a pas vraiment d'excuses. 5 matchs de suite. Je suis d'accord, parce que moi, en fait, sur ces expériences de playoff où souvent il mène 2-0, il y en a certaines où je l'en veux pas du tout. Quand ton gars, Blake Griffin, et dans le run, il se blesse contre le Jazz et que tu te fais rattraper, ok. Il y a pas mal de fois, je trouve, il n'a pas eu de chance. Là... Il a perdu des ballons en montant la balle aussi. Je suis d'accord. Là, je peux pas dire. Après, j'ai pas envie qu'à cause de ce qui se passe depuis 7 jours, on commence à me ressortir des débats sur la legacy et tout. Ouais, mais c'est ça qui est bon dans la NBA. Ce genre-là, il a failli amener les Hornets avec David West en 2e option en finale NBA. Donc, ok, alors ce qui est cool quand on parle de legacy, c'est que ça veut tout rien dire. La legacy, c'est quoi? C'est à quelle place on le place dans les meneurs dans l'histoire? Jusque-là, plus ça allait, plus on mettait top 3 facile. Donc Isaiah Thomas, en fait, moi Isaiah Thomas, je suis désolé, il est... Donc Tony Parker est devant Chris Paul. Alors, excellent, ouvrons-le. Alors, j'ai fait un débat il y a 4, j'ai mis tu prends qui? Vraiment, tu prends qui? Ça veut rien dire. L'un ou l'autre, c'est 86% Tony Parker. Bon, on est en France et le match d'hier a existé. Non mais intrinsèquement, Chris Paul est un meilleur joueur que Tony Parker. Intrinsèquement, il n'y a pas de problème. Meilleur défenseur, plus véloce, vraiment plus complet, il n'y a pas de problème. Meilleur défenseur. Maintenant, trouvez-moi un match où Tony Parker, il a rendu son calbar marron. Il jouait avec Tim Duncan. Non, et alors ça change tout. Tu sais, Erwan, quand tu arrives à monter la balle et que tu fais la passe au meilleur poste, ils ont joué les Lakers de Shaq et Kobe. Avec Duncan, ils ont pas roulé sur la ligue en gagnant 81 matchs par saison. Ils ont eu des matchs compliqués. Ils sont allés gagner des matchs extérieurs. Ils ont joué Phoenix, Tipeee, il a mis des 33 points et tout. Moi, je te dis, Tony, même quand il joue Jason Kidd en finale, quand il joue les Pistons en finale, que c'est en 7,
et que Tony, il souffre face à Jason Kidd, face à Billups, qu'il est tout jeune et tout. Quand est-ce que ce match-là, quand est-ce que Tony Parker est passé complètement au travers d'une série ou d'un match de playoff? Ce qu'on veut dire, juste, c'est que moi, je suis d'accord avec ça. Hein, j'ai cherché, j'ai pas encore trouvé. Donc, t'es sûrement dans le vrai. C'est juste que j'ai du mal à comparer Tony Parker 2003-2005 avec l'impact que va avoir un Chris Paul sur l'entièreté de son équipe. Le truc, c'est que Tony Parker, à un moment donné, s'il est moins bel dans son match, le système était assez simple pour dire bon, bah vas-y, on donne la balle au grand là-haut et il va faire la différence. La balle au grand là-haut, c'est Chris Paul qui a ces clés-là pour faire gagner son équipe. Donc, c'est aussi pour ça que les rôles sont un peu différents. Mais on se régale de ce genre de discussion qui pourrait d'ailleurs changer d'ici un an si les Suns gagnent l'année prochaine. On parle d'un mec, je vous dis, moi j'adore Chris Paul, on parle quand même d'un mec qui a un point à la mi-temps, qui se plante complet, qui rate 5 matchs d'affilée sur une série importante. Il a 37 ans. À 37 ans. Ah ouais. Non, mais moi j'ai trouvé dramatique. Il a 37 ans. Son prime, il a duré 15 ans à Chris Paul. Ça fait 15 ans. Il y a quelqu'un qui a dit il était où Tony Parker à 37 ans? Ça me régale tellement les passes comme ça. Mais là, la discussion de Tipeee, elle arrive au milieu. On sait pas pourquoi, c'est juste qu'on se régale. Parce qu'on est en France, les gens vont lancer ça sur Twitter et tout. Parce qu'on parle de legacy, donc on peut parler d'Isaiah Thomas, on peut parler de John Stockton. Qui était pareil, peut-être moins complet, mais qui était un fort défenseur, qui était un mec qui était moins shooter. Mais John Stockton, pareil. Moi, les finales face à Jordan, alors, ils en perdent 2, mais des papas, honnête, caractère honnête, disons. Non, mais tu vois, moi, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc, la legacy, c'est vrai, on va le comparer à cette classe-là. Évidemment, on va pas dire que le mec, c'est Raoul Neto. Non, mais en fait, je trouve faut vraiment aller. Pour moi, il a une des carrières les plus malchanceuses de l'histoire de la NBA. Chris Paul. Ah ouais, une histoire de chance pour toi? Bah ouais, en 2018, quand il se blesse. Tu sais, moi, les mecs qui se blessent tout le temps à un grand moment, c'est plus une question de chance à un moment. C'est peut-être qu'ils n'ont pas le physique et ça fait partie des facteurs. Depuis 5-6 ans, sur les runs de playoff, il rate des matchs, il est blessé. Et sur ça, peut-être que c'est l'accumulation de autant jouer. Parce que dans les premières années à New Orleans, il joue des 40 minutes. Quand il est 3e au MVP en 2008, qu'il amène. Deuxième, c'est ça, qu'il amène en 7 quasiment contre les grands Spurs de cette série-là, où il n'était pas extrêmement bien entouré. Je trouve que. Mais c'est finale de conf? Non, 2008. Demi-de-conf, je crois, où ils perdent contre les Spurs et les Spurs gagnent ensuite. Je trouve que voilà, donc, quand Houston il se blesse, faut pas oublier. Houston, c'est l'année, ils sont historiques, l'année où il y a Harden et lui, la première année. Et ensuite, après, ça part en autre boudin. Expression de vieux. Je trouve qu'il a un côté de malchance. Et pour moi, le basket, c'est un sport collectif. Oui, on juge les leaders dans les titres, bien sûr, les grandes performances de playoff, mais des fois, je trouve ça dur de dire « Oh, c'est sa faute. Ah ouais, il est survenu de 2-0, il l'a perdu. » Bah, c'est pas que sa faute, il est pas tout seul dans l'équipe. On va dire ça à LeBron James, merde. Bah oui. LeBron, pour moi, on lui dit qu'il est à, comment on appelle ça? On dit qu'il est à quoi, 4-5 en finale mais en fait, déjà, il a amené son équipe 9 fois en finale. Et on lui reproche de perdre contre KD, Curry, Clay, Draymond, alors qu'il jouait avec Jeff Green et J.R. Smith, George Hill en deuxième option. C'était ses choix à lui, hein, c'est ce qu'il voulait faire. Hein. Non, mais encore une fois, là, c'est un autre débat. Mais quand il se retrouve avec cette équipe-là, effectivement, il n'y a pas photo, hein, parce qu'en face, je sais pas si c'est sa faute si Kyrie demande son trade après les finales 2017. C'est pas de sa faute. C'est peut-être. En même temps, Kyrie. J'irais Kyrie. Certes, alors l'histoire montre que l'autre, il est compliqué, mais quand tu gagnes avec un gonze, tu arrives à battre. Bref, après. C'est plein de débats après, voilà. Ça, c'est un autre débat, parce que monsieur, on sait que tonton, il est beaucoup dans les bureaux, qu'il il aime bien être omnipotent dans une franchise, ce qui peut rendre fou les gens. Complètement. Ça, je peux l'entendre. Maintenant, pour revenir à Chris Paul, les mecs jouent, ils ont 37 ans, ils sont bien plus proches de la fin que du début, certes, mais. En fait, ça m'énerve qu'on ait cette image de Chris Paul, en fait, là. Parce que là, beaucoup de gens vont avoir cette image-là. Le jeu aussi, c'est le jeu. Voilà, et le prisme de sa vision, on va dire, c'est un choker de playoff, c'est un joueur qui n'a jamais amené son équipe au bout. Ça, c'est des faits. Il a été en finale, il a déjà été en finale, il mène 2-0. En fait, jugé par le prisme du titre, c'est quoi? Iverson, c'est un loser alors? Non. Iverson, Chris Paul, pour moi, c'est que Chris Paul, je le mets parmi les vrais gagnants. C'est juste que. Mais oui, Iverson, c'est un loser. Parfois c'est plus difficile. Faut pas juger que par là. Chris Paul, on se souvient qu'après Kobe, on disait que c'était lui le gars qui avait le plus l'âme et le caractère du gars clutch et tout ça. Quand on dit loser, tout est. Moi, je dirais jamais que Chris Paul est un loser. Beaucoup de gens disent qu'il choque. Les gens disent que c'est le choke, c'est encore un truc différent. Je sais pas si c'est vraiment le loser. En tout cas, ça fait 45 minutes qu'on parle de cette équipe des Suns, donc c'est une belle vidéo qui sera 100% dédiée à nos amis des Suns. On va remercier Bastien qui nous a appelé. Merci Bastien. Avec grand plaisir les amis, bonne soirée. Tu rappelles quand tu veux. Et puis voilà, on va clôturer cette vidéo.
Oui, je regarde Paul qui m'envoie un message. On va clôturer cette vidéo, donc si tu es sur YouTube, n'hésite pas à nous dire ce que tu penses de Chris Paul, de ce qu'il faut faire. On verra, on suivra. Prochain avec les Nuggets et les Clippers à 100%. C'est clair. On suivra aussi ce qui va se passer avec DeAndre Ayton cet été, contre Max, départ. Tout est possible aujourd'hui. On en reparlera tout au long de l'été. Viens voir à Big Apple ce qu'il s'y passe. Ouais, bon, pourquoi pas, écoute, avec Tyus Jones. Avec Tyus Jones, bravo. Putain, t'imagines, tu fais ça? Un bel axe 1-5. Là, tu fais Randall. Vive la finale NBA, Erwan. Non, mais tu. Non, je rigole. Et du coup, on va enchaîner dans une deuxième vidéo si tu nous regardes, et on va faire surtout une belle preview de cette finale de conférence. Ce sera l'occasion de parler des Mavs. Donc appelez-nous pour parler des Mavs. On pourra se projeter et voir s'ils sont capables, les Mavs, de reproduire 4 bons matchs comme ils l'ont fait contre les Suns pour aller en finale NBA.